Bonsoir à tous, bienvenue à cette visioconférence La Vie. Vous êtes environ 400 connectés pour nous écouter. Merci beaucoup, vous êtes nombreux. Nous accueillons ce soir une exploratrice d'un genre nouveau, une chasseuse de monde, les grands explorateurs du passé cartographiés des terres inconnues. Nathalie Cabrol repousse les frontières de notre connaissance jusqu'aux confins de l'univers. Bonjour Nathalie Cabrol. Bonjour. Vous êtes astrobiologiste, vous dirigez aujourd'hui le centre de recherche Carl Sagan de l'Institut SETI en Californie. Alors SETI, ça veut dire, attention en anglais, Search for Extraterrestrial Intelligence, recherche d'intelligence extraterrestre. Mais ce qui fait votre singularité, c'est votre façon unique de lier l'exploration terrestre et spatiale. Vous plongez dans les lacs les plus profonds de notre planète, vous escaladez aussi les sommets andins les plus hauts et vous scrutez l'espace à la recherche de traces de vie extraterrestre. Ces explorations ont un lien entre elles. Chaque plongée, chaque ascension nourrit votre compréhension des conditions possibles de la vie ailleurs dans l'univers. Alors vous avez écrit plusieurs livres, dont À l'aube de nouveaux horizons, au Seuil. Et puis, votre dernier livre qui vient de paraître, c'est Inséparables, aux éditions Julliard, où vous nous expliquez que comprendre la vie ailleurs nous aide aussi à mieux protéger la vie ici, qui existe sur la Terre. Et surtout, vous nous appelez à une prise de conscience. Nous ne sommes pas les maîtres de la biosphère, nous en faisons partie intégrante. Et cette vision, elle pourrait bien être le secret, la clé de notre survie collective. Oh, absolument. Alors, nous allons discuter pendant 45 minutes, 50 minutes. Et puis, nous vous donnerons la parole à vous qui êtes derrière vos écrans via le chat. Vous pouvez d'ores et déjà écrire vos questions. Alors, on va commencer par votre parcours. J'aimerais vraiment que vous nous racontiez votre parcours incroyable. Comment une jeune fille... C'est le parcours du combattant. Extraordinaire. Comment une jeune fille de Bagneux, c'est ça, est devenue une exploratrice de l'extrême et une astrobiologiste. Oui, en fait, je suis née à Bagneux, mais j'ai grandi dans la région ouest de Paris, d'abord à la Celle-Saint-Cloud, où j'ai commencé à faire mes incursions auprès d'un petit étang qui m'a beaucoup ouvert l'esprit vis-à-vis de la nature et dans la forêt. Et puis, je rêvais d'être astronome. Et quand j'avais 5 ans, un petit peu plus de 5 ans, évidemment, les humains atterrissent sur la Lune. Et ça a cristallisé un petit peu cette passion. Puis, pour prendre les raccourcis un petit peu, je voulais être astronome et j'étais bonne partout à l'école, sauf en maths et en physique. Donc, c'était un petit peu un problème à l'école parce que le cursus... essentiellement était un cursus de sciences pour arriver à l'astronomie. Et après bien des détours, j'ai finalement fait une prépa, mais pas une prépa scientifique, une prépa littéraire en Hippocagne. Pas parce que je voulais faire l'ENS ou les grandes écoles, mais je voulais me donner une méthode de travail. Ensuite, à Nanterre, avec les sciences de la Terre et de l'environnement. Aujourd'hui, je bénis ce temps parce que ça me permet de justement raccorder la recherche en astrobiologie avec l'environnement terrestre. Et puis, au moment où j'avais commencé à vraiment... Je m'étais bien épanouie finalement dans ce que je voulais faire. Je me dirigeais vers une maîtrise de l'environnement et des risques naturels qui me passionnait beaucoup. C'est la planétologie qui m'a rattrapée parce qu'elle était née quelques années auparavant aux États-Unis. Elle commençait à faire incursion en France. Et puis là, à quelques jours de signer mon projet de maîtrise dans l'environnement, j'ai bifurqué vers la planétologie. Je suis montée à l'observatoire de Meudon, redescendue 9 ans plus tard, mais pour partir aux États-Unis, il n'y avait pas de poste en France. Et je suis partie pour 9 mois aux États-Unis. Et puis, 30 ans plus tard, je suis là-bas. Et le reste, c'est de l'histoire. Et alors l'exploration, parce que l'astrobiologie, on peut imaginer que ça se passe plutôt dans un observatoire astronomique Non, pas vraiment. L'astrobiologie, c'est un domaine multidisciplinaire. Et vous pouvez aussi bien être géologue, qu'astronome, que biologiste, qu'informaticien, du moment que ce que vous faites permettent de documenter les 3 grandes questions d'astrobiologie. La première étant qu'est-ce que l'origine de la vie, la deuxième sommes-nous seuls, et la troisième quel est le futur de la vie sur Terre et au-delà. Du moment que vous documentez ces questions,
vous pouvez être considéré comme astrobiologiste. Et c'est pour ça que je dis que l'astrobiologie, c'est un petit peu comme la médecine. Vous pouvez avoir différentes spécialités, ou comme un astronaute. Vous avez des spécialistes de mission qui peuvent être des tas de spécialités différentes. Et alors, pourquoi plonger? Pourquoi escalader des sommets Alors là, je ne sais pas dans quel sens je dois voir ça. Oui. Si j'ai fini par faire de l'astrobiologie pour avoir comme excuse de faire de la plongée et de la montagne, ou si c'est l'inverse. Mais j'ai cette chance fabuleuse de pouvoir associer des passions qui sont évidemment la plongée et le monde du silence sous l'eau, parce que je suis d'abord une plongeuse en apnée. Et comment dire, la grimpe en montagne, ça c'est un cadeau de mon mari qui lui était alpiniste et m'a invité à découvrir la montagne. Mais évidemment, c'était pas tellement difficile de tomber amoureuse de la montagne non plus, parce que c'est comme la plongée en apnée, vous ne pouvez pas vous mentir. Vous pouvez le faire ou vous ne pouvez pas le faire. Et il y a des fois où il faut simplement être honnête avec soi-même et dire aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. On retourne et on n'essaye pas de forcer, parce que c'est là où les accidents arrivent. Mais ça m'a permis d'aller découvrir des milieux absolument incroyables. Et alors, en quoi l'exploration de ces milieux extrêmes vous aide à comprendre ce que pourrait être la vie ailleurs que notre Terre? Alors, la vie sur Terre, c'est la vie sur Terre, et c'est notre modèle. Donc, de toute façon, parce que c'est le seul modèle qu'on connaît, c'est celui qui nous sert de référence pour le moment. Alors, ça a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est que pour le moment, on considère des biochimies qui sont de type terrestre. Mais d'un certain côté, c'est quand même pas si illogique, parce que la vie sur Terre, elle n'est pas fabriquée avec les composantes qu'elle est fabriquée par hasard. Les briques de la vie qui forment la vie terrestre, ce sont les choses les plus communes de l'univers. Et grâce à James Webb, on s'est rendu compte aussi qu'elles ont été créées beaucoup plus tôt qu'on ne le croyait. Elles apparaissent, on a trouvé des molécules organiques, c'est pas la vie, mais c'est des briques. On en a découvert certaines seulement quelques centaines de millions après le Big Bang. Ce que vous appelez juste les briques de la vie, c'est quoi? C'est les composantes, c'est vraiment... elles sont formées des atomes qui sont la vie telle qu'on la connaît, c'est-à-dire le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre. Et c'est des combinaisons de toutes ces choses-là. Alors ça, c'est pour la partie chimique. Ensuite, pour la partie des choses qui sont essentielles à la vie, elle a besoin d'eau, parce que ça, c'est notre version de la biochimie. L'eau a besoin... la vie a besoin d'eau pour son métabolisme, de l'énergie, bien évidemment. Vous, c'est sous forme de nourriture. Les cellules, c'est sous d'autres formes, la photosynthèse, par exemple, de nutriments. Et puis aussi d'un abri. Alors, les abris sur Terre, il y en a des refuges, il y en a des tas de sortes. Vous pouvez avoir simplement l'atmosphère qui vous protège des rayonnements cosmiques, qui vous protège des rayonnements qui sont néfastes. Ou ça peut être une colonne d'eau, ça peut être l'océan, ça peut être des lacs, ça peut être n'importe quoi. La surface de la Terre par elle-même. Vous avez des espèces qui vivent un tout petit peu sous la surface pour se protéger justement des rayonnements nocifs ou d'autres choses. Et on sait que la vie, on l'a découverte à plusieurs kilomètres sous la surface de la Terre aussi. Donc, il y a des formes extrêmes de cette vie-là. Et puis, des sources de carbone. Parce que le carbone, c'est la charpente de la vie telle qu'on la connaît. Et c'est un atome très sympa qui peut combiner des molécules très très longues. Et ça, on le voit avec l'origine de la vie par elle-même, qui commence avec des molécules simples. Et puis des molécules qui sont simples, inorganiques, ça veut dire qui n'ont pas du tout cette structure qui amène à la vie. Et puis ensuite des molécules beaucoup plus complexes. Mais ce sont des chaînes qui peuvent être très longues et surtout, elles peuvent s'accrocher à plein de choses. Le carbone est très, très flexible. D'accord. Et donc, le fait de voir, d'explorer des environnements inhospitaliers, qui peuvent sembler inhospitaliers, donc au fin fond des lacs, ils sont à quelle profondeur ces lacs? Les lacs ne sont pas tellement profonds, en fait. C'est ce qui fait toujours confusion chez les gens. C'est en fait, et moi ça me fait toujours rire aussi, c'est que les gens associent mon nom à ces records qui sont des records de plongée. Mais quand je leur dis que je plonge à 6000 mètres d'altitude, ils croient toujours que je saute des avions. Vous savez, comme on dit diving en anglais. Non, pas du tout. En fait, nous allons dans des environnements extrêmes, et là particulièrement dans les Andes, parce qu'au début, cette recherche était associée
avec essayer de comprendre si Mars était habitable. Et cet environnement à très haute altitude est un très bel analogue de ce que Mars était il y a 3,5 milliards d'années. Analogue, ça veut dire que ça ressemble. Ça ressemble beaucoup. Vraiment... Voilà. Alors les analogues, quand on parle d'analogue, la Terre reste la Terre, bien entendu. C'est pas, il n'y a jamais d'équivalence parfaite. Même dans les Andes, on a probablement le plus bel analogue sur Terre de ce que Mars était il y a 3,5 milliards d'années, parce qu'on se trouve à très haute altitude, donc l'atmosphère est 48% de ce qu'elle est au niveau de la mer. Et ça correspond à des valeurs qu'on avait sur Mars à cette époque-là. On a un environnement avec des volcans, avec des lacs, des endroits qui s'évaporent beaucoup, la minéralogie et l'adaptation de la vie. Et ce qui pourrait être le plus proche de ce qu'elle aurait dû faire si elle avait été sur Mars à cette époque-là. Mais malgré tout, il y a toujours de l'oxygène dans l'atmosphère de la Terre, et ça n'existait pas sur Mars. Donc c'est là où l'analogie s'arrête. Mais par contre, pour l'ensemble de l'environnement et des caractéristiques qui nous intéressent, c'est là. Donc c'est pour ça que je vais dans ces régions-là, pour essayer de comprendre non seulement l'environnement lui-même, l'habitabilité de cet environnement lui-même, mais aussi quel type de vie survit dans ces environnements et quelles sont les signatures de l'interaction de cette vie-là avec l'environnement. Donc c'est pas seulement la vie et l'habitat, c'est aussi la manière dont ils interagissent. Et là où ça devient intéressant, c'est de se dire que les gens, en général, savent que la vie a transformé l'atmosphère qu'on respire. Aujourd'hui, elle est due à l'activité de la vie. Ce n'est pas du tout l'atmosphère primordiale de la Terre qu'on respire aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est dû à l'activité de la vie. Mais il y a beaucoup moins de gens qui savent qu'il y a environ 30% des minéraux terrestres qui n'existeraient pas si la vie n'existait pas. Parce qu'il y a une modification des sédiments et des minéraux et de la chimie juste à cause de l'activité de la vie. Et donc, ce sont ces signatures, ces minéraux, ces textures de sédiments aussi, parce que la vie modifie son environnement, qu'on essaie de comprendre, on essaie de voir lesquelles elles sont et savoir quel genre d'instruments et quel type de résolution on doit développer pour les identifier ailleurs. En fait, on apprend à chercher la vie ailleurs dans l'univers, sur notre Terre. Sur notre Terre. C'est fascinant. Et alors, donc vous parliez des lacs, les sommets. Qu'est-ce que vous apprennent les sommets les lacs sont au sommet des volcans. Déjà. Ah oui, voilà. D'accord. Donc ils sont dans cet environnement qui est déjà extrêmement, excessivement difficile, extrême pour la vie. Donc on veut voir qu'est-ce qui survit dans ces lacs et donc apprendre quelles sont les signatures de l'activité biologique, de l'activité géologique et en même temps de leur interaction. D'accord, formidable. Quelle a été votre exploration qui vous a frappé le plus, étonné le plus Il y a toujours quelque chose qui vous frappe dans n'importe quelle expédition. Et ce n'est pas parce que aujourd'hui, j'en ai fait beaucoup et je continue d'en faire. Et c'est jamais une habitude, d'abord parce que c'est toujours renouvelé. C'est toujours des conditions extrêmes, il faut toujours faire attention. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans une expédition. Il y en a qui m'ont marqué pour certaines raisons, d'autres pour d'autres raisons. Il y en a certainement qui me viennent immédiatement en tête, et c'est le tremblement de terre de magnitude 7,8 qu'on a eu un jour en étant tout proche d'un sommet. Ça marque forcément pour des raisons bien évidentes. Mais il y a aussi la découverte de la surface du cratère Gusev sur Mars. Après l'avoir étudié pendant près de 15 ans depuis l'orbite, faire partie de cette mission et faire partie de l'équipe scientifique qui allait explorer Gusev, quelque chose qui pour moi était aussi familier que certains voisinages que j'explore à pied ici sur Terre. Donc ça, c'est des choses qui marquent aussi. Et puis, certainement de réaliser en 2006, quand on a fait la plongée, cette fois alors équipée avec des recycleurs, parce que la plupart du temps avant, je plongeais en apnée. Oui. Et cette plongée-là, alors qu'on la préparait, la journée qui a précédé les plongées, on a fait ce qu'on appelle une carte bathymétrique du lac, c'est-à-dire qu'on a essayé de comprendre quelle était la profondeur. On a envoyé un instrument et on a fait la cartographie du lac pour savoir quelle était la profondeur, à quel endroit, simplement pour pouvoir préparer la traversée qu'on voulait faire le lendemain en plongée et pour pouvoir échantillonner. Et ce matin-là, je me suis assise avec mon mari. On était les premiers arrivés dans le cratère. Et j'ai regardé le lac. On avait de la chance cette année-là
parce que les années précédentes, le lac avait baissé justement à cause de cette évaporation du manque de précipitation. Il avait baissé. Et l'année qui précédait la plongée, on est arrivé et le lac était complètement gelé. Ça arrive, ça c'est normal, une année de la Niña. Il faisait très très froid. Il faisait moins 40 dans le... moins 40. Dans le... Ouais, c'était une plongée à moins 40. Non. On est d'accord, c'est difficile. Moins 40, c'était complètement gelé sur, voilà. sur l'ensemble de la profondeur du lac. Oui. Mais l'année en 2006, l'année suivante, quand on est arrivé, il y avait eu des belles précipitations et le lac était remonté pratiquement au niveau qu'on avait connu en 2002. Et avec mon mari, on s'est regardé et il y a quelque chose qui s'est déclenché dans mon cerveau. J'ai dit, tu sais, ça fait des années maintenant qu'on vient pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé quand le climat a changé sur Mars il y a 3,5 milliards d'années. Mais ce cratère, il nous apprend aussi ce qui change ici et maintenant sur Terre. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, les données, on les a, mais c'est simplement comment on les interprète et pourquoi on les interprète. On peut les utiliser avec différents objectifs en tête. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à utiliser les données que je ramenais de mes expéditions dans 2 buts bien distincts. Celui de comprendre le passé d'une planète dont l'habitabilité a disparu et celle de la Terre qui change, bien évidemment. Et donc, l'une des missions suivantes que j'ai organisées, c'était la simulation d'une mission sur Titan, avec quelque chose qui flottait à la surface d'un lac. Mais pour communiquer avec Titan, c'est un peu plus compliqué. Et dans les faits, les algorithmes de détection qu'on a développés pour cette mission sont des algorithmes de détection qu'on peut absolument et immédiatement prendre pour le monitoring, pour la surveillance de la Terre et essayer de comprendre mieux le changement climatique. Ah oui. Donc maintenant, c'est quelque chose que je mène en parallèle et qui est absolument pas, je dirais, étranger à l'astrobiologie. C'est la 3e question d'astrobiologie. Quel est le futur de la vie sur Terre et au-delà? Et surtout, une réaction que j'ai eue beaucoup des gens quand j'ai préparé ce livre qui m'ont dit « Mais pourquoi tu bifurques d'un seul coup alors que toi, tu t'occupes de la vie dans l'univers ?» Et c'est là que j'ai compris aussi le degré de séparation qui existe dans l'esprit des gens, confinés dans ce technosystème dans lequel on vit. Je leur dis, mais la vie, c'est quoi? La Terre, c'est quoi? Et quelquefois, il leur a fallu quelques secondes pour faire leur tour. Ils m'ont dit, ah oui, c'est une planète. Ah oui, c'était pas quelque chose d'évident. C'est pas évident. La plupart des gens, même proches de moi, qui savent ce que je fais, pour eux, il y a une différence entre l'astrobiologie et essayer de comprendre. Et la connexion immédiate, c'est le fait d'essayer de comprendre quand on cherche la vie ailleurs, s'il y a une coévolution de la vie et de l'environnement qui a démarré ailleurs. Parce que la vie sur Terre, elle n'est pas séparée de notre planète. Elle n'est pas apparue avec un coup de baguette magique, elle a émergé de la Terre. Et c'est une espèce de discours qui existe depuis l'aube des temps, véritablement, où si notre planète nous a donné les contraintes physiques et chimiques pour que la vie apparaisse, la biochimie terrestre, elle peut exister que dans un cadre bien particulier, qui est celui de la gravité, de la pression terrestre, de la température moyenne de la Terre. Elle a donné ces cadres-là, mais dès que la vie a émergé, elle a tout changé. Je vous parlais tout à l'heure de l'atmosphère et du fait qu'on ne respire pas aujourd'hui l'atmosphère primordiale de la Terre. C'était quoi l'atmosphère primordiale de la Terre? C'était beaucoup de dioxyde de carbone, donc peut-être qu'on a des regrets et qu'on y retourne, je ne sais pas. Mais c'est l'atmosphère que vous voyez toujours aujourd'hui sur Vénus et sur Mars. 96% de dioxyde de carbone. Et donc les petites algues bleues et vertes, non seulement elles ont capté le dioxyde de carbone de notre atmosphère primitive, elles ont commencé par le fixer dans les océans, parce que c'est là qu'il est parti se fixer. Aujourd'hui, on a des magnifiques affleurements riches en fer qu'on connaît bien, qui sont ces bandes ferrugineuses partout dans le monde, qui nous montrent cet instant incroyable où la vie a commencé à véritablement transformer la Terre. Et ça, c'est probablement un des éléments les plus marquants. Mais d'un autre côté, les changements climatiques, eux, forcent la vie à s'adapter, à changer ou à disparaître si elle ne peut pas s'adapter. Mais en général, même le seul moment où on a l'évidence où la vie a transformé l'environnement, mis à part les minéraux dont je parlais, 30% des minéraux terrestres, quand vous pensez aux algues bleues et vertes, elles ont créé la fondation de la chaîne alimentaire terrestre parce que ce sont des producteurs primaires.
C'est pour ça aujourd'hui que vous avez la possibilité d'avoir des herbivores qui mangent ces plantes, qui font de la photosynthèse. Vous avez des carnivores qui mangent les herbivores. Vous avez les omnivores qui mangent tout ça. Et puis au-dessus, bah oui, les humains sont omnivores et ils dirigent un petit peu la manœuvre. Mais si vous regardez bien la chaîne alimentaire, si vous retirez les humains de ce château de cartes, les humains sont au sommet. Si vous retirez les cartes du sommet, il ne se passe pas grand-chose. Votre château de cartes, il est peut-être un petit peu moins joli, mais il y a quelqu'un qui va de toute façon prendre... Avant, c'était les dinosaures, maintenant c'est nous. Vous allez avoir un prédateur apex qui va se pointer. Mais si vous commencez à retirer les cartes de la base, là, vous créez un problème, il y a un effet domino et votre château de cartes, il s'écroule. Ouais. Alors, là, on a la première évidence donc, de ces petites algues bleues et vertes dans les sédiments qui sont aujourd'hui exposés à la surface. Mais quand il n'y a plus moyen de fixer le carbone dans les océans, bien, il a commencé à s'échapper dans l'atmosphère. Et c'est pour ça que l'atmosphère s'est enrichie, si vous voulez, en oxygène. Et pas seulement ça, c'est que ça a aussi donné lieu au démarrage de cette biodiversité. L'oxygène a permis l'apparition d'une vie plus complexe sur Terre, qui a amené évidemment jusqu'à nous aujourd'hui, parce que la vie sur Terre, avant les petites algues bleues et vertes, c'était des systèmes qui tiraient leur énergie de la chimie autour des systèmes hydrothermaux, fumeurs noirs au fond des océans, et peut-être des systèmes équivalents sur Terre, dans des régions volcaniques où vous avez des sources hydrothermales. D'accord. Donc la vie n'est pas apparue, elle a émergé, et tout ça, la biosphère, c'est vraiment un système qui est complètement... C'est un système, interdépendant. Interdépendant, c'est une danse très subtile, très équilibrée. Alors, ce qu'on appelle le changement climatique, en fait, et j'en parle un petit peu dans le livre, c'est de dire que même si la chimie, c'était pas mon truc quand j'étais à l'école, je me rappelle au moins d'une leçon, c'est notre prof de chimie qui nous disait « N'importe quoi que vous avez à gauche de l'équation, vous devez le retrouver à droite. » Et ça, c'est une manière bien particulière de comprendre le changement climatique, parce que la nature, elle, se régule à travers des cycles qui sont, on dit biogéochimiques pour prendre des grands termes, mais en clair, c'est la vie et l'environnement qui échangent en permanence à des niveaux même qu'on ne voit pas. Ça se passe à l'échelle moléculaire, à l'échelle des atomes. Mais donc, vous avez ces cycles qui rétablissent l'équilibre, et c'est comme ça que la planète se régule. Avec l'arrivée des humains et de notre utilisation et de la transformation de l'environnement et de la transformation des matériaux, on produit des molécules qu'on ne trouve pas nécessairement dans la nature. On injecte tout ça dans le système, et comme on fait partie, mine de rien, de ce système, on n'en est pas extérieur. Eh bien, il se trouve que la planète, maintenant, a régulé des choses qu'elle ne connaissait pas au début. Et donc, cette augmentation de température qu'on voit, c'est son effort pour essayer de réguler cette équation physique et chimique. Et dans les faits, ça engendre la génération de beaucoup d'énergie et beaucoup de chaleur. La Terre, elle a un système de ventilation. Comme un corps humain, finalement. Comme un corps humain. Et aujourd'hui, elle ne peut pas bien se réguler, donc elle a de la fièvre. Si vous voulez un petit peu résumer les choses rapidement, c'est un petit peu ça. Et c'est ce qu'on voit. Le changement climatique, c'est donc cet effort de régulation. Mais ce qui veut dire que pour revenir à un équilibre, elle reviendra à un équilibre à un moment ou à un autre. Mais est-ce que cet équilibre est favorable à la présence de la vie humaine sur Terre, et en fait d'une partie de la biosphère qui est en équilibre comme nous humains avec le système actuel, ça c'est autre chose. Et ce que je voulais dire en fait, c'est que même si on a avec les algues bleues et vertes l'évidence que la vie a une fois transformé de manière catastrophique pour la vie qui existait avant sur Terre il y a 2,5 millions d'années. L'apparition des cyanobactéries, de ces petites algues bleues et vertes, c'est la disparition de 90% de la vie sur Terre. C'est une catastrophe écologique dans bien des cas, on peut le constater comme ça. Mais au moins, elle a développé un système qui lui était favorable et qui a permis l'explosion de la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Si la vie était restée, comme on dit, chémo-autotrophe, c'est-à-dire basée sur la chimie, pour son énergie, au fond des océans, sans aucun contact avec le soleil, il y aurait une diversité de vie beaucoup moindre. L'explosion de la vie en surface a permis une diversification de la vie qui est absolument phénoménale. Les humains sont, autant que je le crois,
la première espèce à la surface de cette terre qui a développé un système qui, au bout du compte, va la détruire. Ce n'est pas un environnement qui est durable dans le temps. Donc, comme je le dis aussi, il n'est pas question à aucun moment dans ce livre, mon livre, ce n'est pas un livre politique, ce n'est pas un livre économique, et c'est un livre qui ne juge pas. Ce sont les faits. Je suis une chercheuse, je suis une scientifique, j'ai mis les faits devant et j'ai dit aux gens, il n'est pas question de pointer du doigt et de dire que c'est la faute, mais c'est une responsabilisation. Parce que c'est très différent d'accuser quelqu'un et de dire c'est votre faute, tandis que dire voilà, on est responsable de cette situation. Quand on prend sa responsabilité, on comprend quel est le problème et c'est qu'on est déjà en train de penser à la solution. Et c'est beaucoup plus positif et dans le temps, c'est quelque chose qui va nous aider à passer de l'état d'adolescent, de civilisation adolescente à l'état de civilisation adulte. D'accord. Alors, on va en reparler tout à l'heure de ça, de cette révolution mentale que vous appelez. Métamorphose, je dirais plutôt. Métamorphose, une révolution de l'esprit, un peu, il y a un peu de ça. Oui, pensez-y, c'est pour ça qu'il y a un papillon sur la couverture du livre. D'accord, très bien. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle de cette quête que vous avez de la vie ailleurs. Est-ce que vous pensez que bientôt, on va découvrir une trace de vie extraterrestre ? Est-ce que là, on est encore dans de la science-fiction ou ça devient vraiment une réalité possible aujourd'hui ? Là, j'ai une réponse toujours très facile qui fait rire beaucoup de monde. J'ai dit, on n'a jamais été aussi près. Ah oui. Je ne prends pas beaucoup de risques. Non, je ne prends pas beaucoup de risques en répondant ça. Ouais. Mais sérieusement, on est passé... depuis Copernic, à un univers où la Terre était au centre de l'univers, avec les humains, bien évidemment, au centre de la biosphère. Au fait que Copernic a dit, je suis désolé, mais ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, avec toutes les autres planètes. Et puis d'un seul coup, la révolution de la découverte des exoplanètes. Est-ce qu'on pourrait dire ce qu'est une exoplanète ? Une exoplanète, c'est une planète dans un système au dehors du système solaire. Et non seulement on en a découvert d'autres, mais on en découvre tous les jours, il y en a des milliers, et on se rend bien compte qu'il n'y a rien de particulier à l'existence du système solaire dans l'univers. On a documenté une partie de notre Voie lactée qui est à peu près grande comme ça. On a déjà découvert des dizaines de milliards de planètes et des milliers de systèmes planétaires. Il y en a qui sont différents, il y en a qui sont nouveaux. Encore une fois, l'effet de miroir de l'astrobiologie, c'est-à-dire qu'en découvrant ces systèmes planétaires, on a aussi mieux compris comment le nôtre s'était formé. On a aussi des questions. Pourquoi on n'a pas de Jupiter chaud ? En tout cas, on croyait qu'on n'en avait pas. En fait, on en a un, mais on pourra y revenir. Pourquoi on n'a pas de super-Terre ? Peut-être on en a une au fin fond. Super-Terre, c'est une planète qui est de 2 à 10 fois la dimension de la Terre. Quand on est entre 2 et 5 fois, ça reste habitable. Quand on est à 10 fois, ça devient un peu plus un problème. Mais on a aussi découvert des planètes qu'on n'a absolument pas dans notre système solaire. Ça nous donne une espèce de galerie aussi qui nous permet de repenser l'habitabilité. On pensait que pour qu'une planète soit habitable, et pour nous, notre définition, elle est très simple, c'est-à-dire que l'eau puisse rester liquide et qu'elle soit ni trop chaude ni trop froide pour que l'eau soit liquide à la surface. Il fallait absolument une étoile de type Soleil. Alors, il y a 6 classes d'étoiles. On s'est rendu compte que on a découvert des systèmes planétaires autour de 5 sur 6. La 6e, c'est pas tellement étonnant qu'on n'en trouve pas encore, je dirais, parce que ce sont les supergéantes. Elles ont des masses et des diamètres absolument énormes. Certaines font 1 million de fois le diamètre du Soleil. Je ne sais pas si on peut même concevoir cette chose-là. La masse, n'en parlons pas. Et donc, cette étoile, par définition, toutes les étoiles ont une zone habitable. C'est-à-dire une distance par rapport à cette étoile où l'eau va pouvoir être liquide. Mais dans ces étoiles-là, cette distance, ça oblige la planète qui se trouve dans cette zone habitable à faire le tour de son étoile en 10 000 ans. Et généralement, ces énormes étoiles, elles brûlent leur combustible très très rapidement. Elles ne vivent que quelques millions d'années ou dizaines de millions d'années. Ensuite, quand elles explosent, généralement, elles se transforment en trous noirs. Ce n'est pas un environnement qui est très favorable à la vie. Mais il est quand même possible que des planètes se développent autour de ces étoiles. On ne pense pas qu'elles aient beaucoup de chances de développer la vie, encore qu'on ne sait pas ce que c'est que la vie. Mais c'est très difficile de pouvoir les détecter
Parce qu'imaginez déjà qu'une planète qui passe devant une naine brune, une toute petite étoile, ou même une étoile de type Soleil, pour la repérer, et spécialement avec la méthode du transit, on perçoit, c'est comme une éclipse d'une planète qui passe devant le fond d'une étoile, et ça veut dire qu'on va voir la luminosité de l'étoile baisser à un moment donné, comme quand il y a une éclipse, il y a un petit peu moins de lumière qui passe. Mais alors vous imaginez quelque chose de la taille de la Terre qui passe devant une étoile de type Soleil. Dans le meilleur des cas, avec le diamètre de la Terre, c'est un millionième de la luminosité qui va changer. D'accord. Tandis que si c'est une planète de type Jupiter, c'est un petit peu moins, un 10 millième. Mais il faut être au bon moment, au bon endroit. Il faut observer souvent, longtemps. Alors d'abord, quand vous avez une supergéante, il va falloir attraper le bon moment sur ces 10 000 ans de rotation, de révolution autour de l'étoile pour la voir au bon moment. Ensuite, il faut la trouver. Il faut voir ce tout petit abaissement de la luminosité de cette étoile. La seule chose qui est favorable véritablement, c'est qu'elles sont tellement larges, c'est que la planète va transiter pendant beaucoup plus longtemps devant. Mais donc, ce n'est pas tellement étonnant. Mais ça veut dire qu'on a trouvé des systèmes planétaires partout, sur toutes les étoiles. Il y en a qui sont plus ou moins favorables. Il y a des étoiles qui ont beaucoup plus mauvais caractère que d'autres, qui ont beaucoup plus d'éruptions, qui envoient des rayons qui sont très nocifs. Mais vous avez aussi des étoiles qui rendent des systèmes super habitables. Et ça, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Pour nous, la Terre, il y a la vie partout. On cherche des endroits où il ne peut pas y avoir la vie. Et d'un seul coup, on vous dit, il y a probablement des planètes qui sont encore plus habitables que la Terre. Plus habitables que la Terre. Ça n'a pas tellement de sens pour nous. On a du mal à s'imaginer. Alors, plus habitable que la Terre. D'abord, simplement parce que pour la biochimie qu'on connaît sur Terre, il y a pas mal d'environnements qui ressemblent beaucoup à la Terre. Donc, et on se dit, même dans des endroits hostiles du système solaire comme Mars, il y a même des microbes terrestres qui pourraient aujourd'hui probablement s'adapter sur Mars. Sur Mars. Donc, avec des exoplanètes qui ont des conditions qui sont très proches de la Terre, on peut se dire que malgré tout, il y a quelque chose qui aurait pu se développer. Alors, super habitable, pourquoi? Parce que, mine de rien, on aime bien notre Soleil. Et sa durée de vie, elle a environ 10 milliards à 12 milliards d'années. Et donc, si on regarde la durée de vie du Soleil, on pourrait se dire on est à 4 milliards et demi d'années, on est à peu près au milieu de la vie du Soleil. Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Les étoiles, c'est comme les personnes. Elles ont une enfance, elles ont une jeunesse, une adolescence, une vie adulte, une vieillesse et une mort. Et ce qui détermine la durée de ces périodes, c'est le changement de luminosité. Par exemple, quand le système solaire a commencé, le Soleil n'avait pas encore enclenché sa fusion thermonucléaire. Et donc, pendant toute une période, au tout début de sa vie, d'abord, il avait très mauvais caractère. Il envoyait beaucoup de rayonnements, beaucoup de plasma, etc. Ce qui, pour certains, a joué un rôle fondamental dans l'apparition de la vie. Et c'est complètement contre-intuitif. On ne va pas rentrer dans ces détails. Mais une autre conférence. Une autre conférence. et donc, le Soleil, à ce moment-là, faisait que 75% de la luminosité qu'on lui connaît aujourd'hui. Ah bon, d'accord. Donc, pour Vénus, c'était parfait, parce qu'elle est plus proche du Soleil. Donc, il y avait des océans sur Vénus. Et il y a même un moment dans la jeunesse du Soleil où il y avait 3 planètes habitables dans le système interne. C'était Vénus, la Terre et Mars. Et toutes les 3 avaient des océans en surface. Et ensuite, lorsque le Soleil est entré dans ce qu'on appelle la séquence principale, a commencé sa fusion thermonucléaire, la luminosité a commencé à augmenter, ce qui était très mauvais signe pour Vénus. Et donc, Vénus a commencé à avoir cet effet d'emballement, où les océans se sont évaporés. Donc, il y avait déjà beaucoup de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, mais en plus, maintenant, vous ajoutez de la vapeur d'eau, qui est un autre gaz à effet de serre. Donc, il y a cet effet d'emballement. Et Vénus, vous la voyez aujourd'hui, 450 degrés à la surface, c'est très, très chaud, et 93 bars de pression atmosphérique. C'est quelque chose qui n'est absolument pas survivable en surface habitable pour la vie telle qu'on la connaît. Il y a par contre des endroits dans l'atmosphère très hauts, entre 60 et 80 km d'altitude, où la pression atmosphérique et la température sont que la pression atmosphérique et la température moyenne de la Terre. Ah bon? Sur Vénus? Sur Vénus. Et c'est pour ça qu'il y a des chercheurs qui ont commencé à émettre l'hypothèse que peut-être la vie sur Vénus, elle se situe à ces altitudes-là. C'est une vision très anthropocentrique, très géocentrique, évidemment. Et en plus, elle a plein de problèmes. On sait que sur Terre, on trouve la vie
dans l'atmosphère. On trouve des tas de bactéries, des tas de virus. Dans la vie, ça se promène. C'était une question pendant le Covid aussi. Les gens commençaient à un petit peu avoir un peu peur que ça se transmette aussi de cette manière-là. Oui. Mais c'est pas vraiment le cas. Mais en plus, la vie dans l'atmosphère terrestre, elle ne fait que transiter. Elle a été prise à la surface, elle a été emmenée par les vents, par une éruption volcanique. Elle est transportée tant qu'il y a suffisamment d'énergie pour la transporter. Une fois qu'il n'y en a plus suffisamment, eh bien, elle retombe et quelquefois, elle est en fait l'agent même de sa retombée sur Terre, parce que quand vous avez des objets comme des aérosols, des particules, etc., dans l'atmosphère, et la vie, ça peut servir de noyau de condensation. Elle condense l'atmosphère autour d'elle, et il pleut, donc elle retombe sur la surface. Et quand on voit les conditions de surface de Vénus... C'est pas... Non, mais ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir vérifier cette hypothèse, parce qu'il y a des missions qui partent, et on va essayer de comprendre si enfin ce gaz, cette supposée phosphine qu'on a détectée, existe vraiment, et si on voit des molécules qui accompagnent et qui pourraient nous dire que peut-être il y a quelque chose. La vie. Bon, alors toutes ces planètes, toutes ces exoplanètes qui pourraient être habitables, ça veut dire que... qu'on n'est pas seul, c'est ça? On n'est pas Alors, seul. c'est encore là aujourd'hui la question, parce que est-ce que habitable, ça veut dire habiter? Voilà. Aujourd'hui, on n'a toujours pas démontré qu'une planète peut être habitable sans être habitée. Ça aussi, c'est une démonstration qui reste à faire. Parce que Mars, aujourd'hui, a encore des environnements habitables sous la surface. Il y a des petites lunes dans le système solaire externe qui, bien qu'en dehors de la zone habitable, ont quand même tous ces ingrédients dont je parlais pour que la vie puisse être présente dans les océans souterrains qui existent. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a tout un tas d'environnements qui, si même la vie ne pouvait exister qu'en fonction de la biochimie qu'on connaît, qui est probablement une des biochimies les plus communes de l'univers, parce qu'on trouve les briques qui nous fabriquent partout dans l'univers et très tôt. Mais d'un autre côté, c'est pas parce que les mêmes briques sont assemblées qu'elles vont forcément donner la même chose. De toute façon, il y a quelque chose qui va forcer la coévolution d'une planète avec la vie qu'elle porte. Ce sont les extinctions et le moment auquel elles apparaissent. Ça veut dire que, par exemple, on disait tout à l'heure, il y a des événements qui sont liés au climat terrestre qui vont faire en sorte qu'à un moment ou un autre, la vie ne peut plus s'adapter. Et donc, vous avez d'autres espèces qui prennent le relais, qui, elles, sont adaptées à ces conditions. Ça, c'est pour l'aspect naturel des choses. Mais vous avez aussi des accidents. Il y a des accidents d'environnement. Par exemple, il y a quelques centaines de millions d'années, on a eu des éruptions volcaniques. Alors, ce n'est pas les éruptions volcaniques qu'on voit aujourd'hui. C'est 600 000 ans à 1 million d'années sans interruption. Alors là, ça modifie véritablement l'environnement. Quand vous avez cette échelle d'événements, ça transforme complètement l'environnement, parce que dans ces cas-là, vous avez des tas de gaz à effet de serre qui sont envoyés dans l'atmosphère. Et alors, à ces époques-là, eh bien, on avait des océans dont l'eau était à 40 degrés en moyenne, des océans qui n'étaient plus oxygénés, donc on dit anoxiques. Extinction massive de la vie dans les océans, 70 à 80% de la vie dans les océans disparaît, 70 à 80% de la vie qui existait sur Terre et qui a été adaptée disparaît. Et pour rendre les choses encore pires, ces conditions qui dégagent beaucoup de méthane dans l'atmosphère est favorable à des espèces qu'on appelle méthanogènes, qui au lieu de capter le CO2 vont capter le méthane. Et donc renforce le problème, parce qu'il rejette encore plus de méthane dans l'atmosphère. Donc, il y a ces effets de boucle de rétroaction. Donc, la vie ailleurs, elle peut avoir démarré avec les mêmes briques. À cause simplement du moment, du timing des extinctions, elle va être différente. Parce que si... les dinosaures, c'est un peu plus compliqué. Ils étaient très adaptés à leur milieu, mais en même temps, ils étaient devenus trop gros. Donc, ils étaient voués à disparaître quoi qu'il arrive. Ou en tout cas, à se transformer. Mais il y a aussi le fait que vous pouvez avoir exactement la même chose, exactement la même biochimie, exactement les mêmes molécules, mais avec une symétrie différente, ce qu'on appelle la chiralité, en fait, qui est simplement la direction dans laquelle les molécules sont tournées. Et aussi autre chose qui sont les acides aminés, qui fait la vie telle qu'on la connaît. Nous, on est fabriqué sur environ 2 douzaines de ces acides aminés, mais il y en a beaucoup plus dans la nature. Il y en a beaucoup plus.
Alors, pourquoi nous, on a cela ? Est-ce que c'est parce que, pour une raison d'évolution, c'est généralement ceux-là qui vont survivre et permettre à la vie de se développer? Dans ce cas, peut-être que la vie dans l'univers a les mêmes acides aminés. Ou alors, il y a des types de vie qui en ont beaucoup plus ou un petit peu moins. Ça aussi, ça va permettre, même si vous avez au départ la même vie, avoir des choses qui sont différentes. Et nous... Eh bien, les tests qu'on a pour essayer de comprendre s'il y a la vie ailleurs, c'est à partir de notre biochimie. Donc, est-ce qu'on est capable de les reconnaître ou pas? Il y a une chose qui est intrigante tout de même, c'est de se demander pourquoi la vie sur Terre est gauchère. L'ensemble de la vie sur Terre, d'abord, on vient tous du même arbre du vivant. On a tous le même ancêtre commun. Même si la vie a démarré, s'il y avait d'autres arbres du vivant, soit on n'est pas capable de les détecter, et de toute façon, ça reste de la vie très simple, parce qu'autrement, on le saurait. Ou alors, ils sont là et on n'est pas capable de les détecter. Mais cet arbre du vivant, donc, a déclenché toute cette vie qu'on connaît on vient de la même racine. La même racine. Et donc, la vie sur Terre est, je crois, à part accident, complètement gauchère. C'est-à-dire que quand on parle de la vie gauchère, c'est la direction dans laquelle les molécules sont orientées. Ah bon? Et il y a une météorite qu'on a récupérée il y a des années de ça, je crois dans les années 70, en Australie, la météorite de Hutchinson. Et on a découvert des molécules organiques et elles sont aussi gauchères. D'accord. Voilà. Donc ça vous dit plusieurs choses. Ça vous dit déjà, quand en général la vie, certaines personnes disent qu'elle vient de l'espace, mais enfin c'est un petit peu ridicule parce que on est dans l'espace. On est dans l'espace, oui. On est de toute façon dans l'espace, mais par contre ce que ça nous dit, c'est que la Terre est le résultat de l'accrétion, ça veut dire de l'assemblage de tous ces matériaux qui traînaient dans le système solaire. Donc c'est pas étonnant. Ces matériaux, aujourd'hui on les observe, on s'est même posé sur certains, on a ramené des échantillons. Eh bien, on trouve des molécules organiques partout. C'est pas quelque chose de rare. C'est absolument dans tous ces matériaux très primitifs. On trouve aussi des acides aminés. Tout ce qui permet aux vivants d'exister est inclus dans les matériaux qui fabriquent la Terre depuis le début. Ah oui, d'accord. Alors donc, on peut se dire que c'est quelque chose d'universel. Maintenant, savoir si habitabilité habitable égale habité, c'est savoir si... est-ce que la vie apparaît seulement quand les conditions, on en parlait tout à l'heure, physiques et chimiques, sont telles qu'elles vont permettre à ces conditions, c'est un peu de la cuisine, de vous faire une recette qui fonctionne, ou si seulement elle reste latente et dormante ailleurs. Mais les matériaux, les planètes arrivent avec ces matériaux en elles. Ah oui, c'est incroyable. Alors, vous travaillez au sein du SETI, donc recherche, le terme veut dire vraiment recherche d'intelligence extraterrestre. Oui. Est-ce que là, on ne va pas un petit peu loin avec ce mot intelligence? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait trouver une vie intelligente ailleurs que sur Terre? Déjà, on n'a pas une définition d'intelligence, c'est comme la vie et comme la conscience. Oui. Et c'est probablement pour les mêmes raisons qu'on n'a pas ces définitions. Pour moi, une petite bactérie de type cyanobactérie, algue bleue et verte, qui a résisté à tous ces changements climatiques et qui est arrivée aujourd'hui, on les trouve encore pratiquement partout sur Terre, inchangées, sauf avec une espèce de... j'appelle ça un couteau suisse de l'évolution. Elles sont capables de s'adapter à peu près à tout. C'est pour ça qu'elles sont toujours là. Mais donc, je ne sais pas ce que c'est que l'intelligence. Mais ce que je sais, c'est que parmi toute la vie qu'on voit sur Terre, il y a des espèces qui sont capables de modifier l'environnement beaucoup plus vite, de créer des outils, pas seulement de les utiliser. Par contre, on connaît des tas d'espèces. Aujourd'hui, il y a des primates, et c'est les plus proches de nous, on a bifurqué très tard, qui utilisent certains outils pour aller chercher de la nourriture, mais ce n'est pas les seuls. Si vous avez jamais vu des corbeaux en train de préparer un nid, vous savez qu'ils utilisent des branches, qu'ils les cassent, qu'ils les maintiennent. C'est absolument phénoménal quand vous commencez à regarder la nature. Il y a des espèces qui, si même n'utilisent pas autre chose que leur propre corps, utilisent leur corps pour transformer quelque chose ou attraper quelque chose. Donc, il y a des formes d'intelligence sur Terre. Il y a des sociétés
animal, on le sait, encore une fois les primates, mais pas seulement, les éléphants. Il y a les mammifères marins, ça c'est les habituels. Alors, il y a quelque chose qu'on fait dans les recherches de SETI aussi, comme on parle beaucoup de communication avec SETI, parce qu'on essaye de communiquer, ou en tout cas d'entendre des messages. C'est une recherche passive pour l'Institut. C'est d'écouter avec des radiotélescopes ou d'observer pour voir si on a des flashs laser qui seraient envoyés. Ce sont les signatures technologiques. Voilà, de quelque chose qui pourrait être une civilisation ou une présence de vie extraterrestre. Voilà, à ce point, une civilisation donc qui est arrivée à un degré de développement qui lui permet de transformer l'environnement dans des produits transformés qui sont de la technologie comme nous on le voit, capables de transformer leur planète, capables d'envoyer des sondes et d'échapper à leur planète et d'avoir des questionnements qui sont quand même assez profonds. Donc, ce qu'on observe, si on imagine que notre planète est une bonne représentation de quelque chose de moyen. Et ça, pour ça, on utilise le principe de médiocrité. Vous pouvez redire ce qu'est le principe le principe de médiocrité, ça veut dire que quand vous avez des populations qui sont représentées statistiquement avec certains pourcentages, on a plus de chances de tirer du chapeau celle qui est la plus représentée. Voilà. Alors, nous, on est... je le pense vivant, on est conscient et intelligent, et on représente un certain type de vie. Ce qu'on observe avec le télescope de James Webb nous dit que notre biochimie est probablement pas si rare que ça, donc là, ça va dans le sens du principe de médiocrité. Mais il y a aussi quelque chose qui nous dit que dans la nature, sur notre planète, la nature fabrique beaucoup plus de petites choses que de grandes choses. Par exemple, vous avez beaucoup plus de petites flaques que grands océans, ou de petites buttes que de grands Himalayas ou d'Everest, et de choses simples que de choses complexes. Et sur Terre, on remarque que un petit peu plus de 90%, peut-être 95% de la vie sur Terre est toujours microbien aujourd'hui. Et donc, vous avez énormément de microbes, et vous avez très peu d'espèces intelligentes, de sociétés intelligentes. Ça se calcule par centaines, je crois. Et puis, au bout de ça, vous avez une société technologiquement avancée, parce qu'il y a plus d'une société technologique sur Terre. On n'est pas les seuls. Et le premier exemple qui est le plus évident, je vais reprendre celui des primates, mais il y a même des singes. Ce n'est pas seulement des primates, parce qu'on considère les primates comme un petit peu plus évolués. Il y a même des singes qui sont dans l'âge de pierre, on le sait. Qui extraient des pierres pour les utiliser comme des cailloux. Avec les primates, ça devient un petit peu plus intéressant. Les chimpanzés, par exemple, on se demande si on n'est pas en train d'assister à l'émergence de cultes ou d'un début de religion, parce qu'ils utilisent certaines de leurs pierres qui vont déposer au pied de certains arbres, toujours les mêmes, avant d'aller chasser. Il n'y a aucune utilité pratique à cette chose-là. C'est un petit peu comme si d'un seul coup, c'était un arbre magique qui peut vous aider pour la chasse et vous apporter de la chance. Alors ça intéresse beaucoup, beaucoup les anthropologues et les gens qui s'intéressent à... Parce que est-ce qu'on est en train d'assister à l'évolution comme nous, il y a des dizaines de milliers d'années. Donc, on n'est pas la seule société technologique. Mais on est la seule qui est capable de s'échapper de sa planète. Je ne peux pas vous dire si les primates commencent à réfléchir quand ils voient la lune le soir ou les étoiles, s'ils ont des conversations à ce sujet. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont des conversations extrêmement élaborées, parce que désormais, on peut communiquer avec eux. Il y a des tas d'études qui ont été faites par le passé. Et là aussi, pas tellement étonnant, ils ont les mêmes joies que nous, ils ont les mêmes structures que nous, les mêmes émotions que nous. Ils portent le deuil de la même manière que les humains portent le deuil. Et quand ces chercheurs communiquent avec eux, ça peut devenir extrêmement intéressant d'un point de vue politique. Et là, c'est ça ce qui m'amuse beaucoup plus, moi. Et je veux que tous ceux qui nous écoutent, la prochaine fois que vous aurez des élections, que vous voyez une campagne électorale se produire, que vous pensiez à ce que je vais vous dire. Il y a un documentaire absolument fabuleux qui a été fait il y a des dizaines d'années, en fait, je pense il y a 20 ans au moins. Et donc, des gens qui ont filmé des clans de chimpanzés
qui vivaient côte à côte. Alors, les humains sont comme les chimpanzés, les primates sont en général belliqueux pour la plupart, pas tous. Il y a les orang-outans sont extrêmement pacifiques, mais les chimpanzés sont extrêmement belliqueux. Les humains ont hérité de ce trait. Et en général, il y a beaucoup de violence chez les chimpanzés. Mais vous avez des clans qui vivent en voisinage, en paix. Et alors, quand ils se croisent dans la jungle, ça a été filmé, ils utilisent la même gestuelle. Par exemple, pour laisser passer l'autre, vous avez le chef d'une troupe qui va faire ça, par exemple, pour faire arrêter. C'est donc le geste d'opposition pour faire arrêter son groupe ou l'autre groupe pour les laisser passer. Alors, dans la structure politique, il y a une hiérarchie aussi. Vous avez une dominance qui est établie. Et une campagne électorale. C'est-à-dire que pour élire le chef d'un clan, eh bien, si vous voulez être élu, vous allez épouiller les membres du clan. Et vous devez devenir très, très sympathique au plus de membres du clan possible pour pouvoir vous faire élire. C'est une espèce de démocratie, je suppose. Et donc, pensez-y la prochaine fois que vous voyez la campagne électorale et toute la gesticulation politique. Elle est issue directement de l'épouillage des chimpanzés dans la jungle. C'est intéressant. OK. Et donc, cette possibilité de civilisation Alors oui, pour en revenir aux chimpanzés, pour en revenir à ça, ce qui veut dire que dans tout ce vaste univers, on commence à comprendre l'habitabilité, on commence à comprendre la coévolution, ce qui veut dire la coévolution que, quelle que soit la vie qui va apparaître ailleurs, elle va être issue de cette danse dont je parlais entre l'environnement et la vie sur cette planète, le moment où les extinctions arrivent. Et surtout, je pense que la vie majoritairement dans l'univers est probablement simple. Du type de celle qui ne construit pas de radiotélescopes s'ils avaient envie de construire des radiotélescopes, mais quand même laissent des traces dans leur atmosphère. C'est pour ça on les cherche quand même. D'accord. Mais pour ce qui est des technosignatures, on peut vous dire que ça c'est probablement une très petite fraction parce qu'il a fallu 4 milliards d'années pour nous pour arriver à ce niveau-là. Donc c'est pratiquement la moitié de la vie de notre étoile. Mais d'un autre côté, quand vous regardez au nombre de systèmes planétaires qu'il y a dans notre galaxie seulement, et qu'il y a des trillions de galaxies, chacune avec des centaines de milliards d'étoiles. Et on sait qu'il y a autant de planètes que d'étoiles aujourd'hui. Donc ça laisse à penser que quand même si c'est une faible proportion d'un nombre qui paraît infini, c'est quand même très très grand. Maintenant, il y a d'autres choses qui s'opposent au contact facile. C'est simplement les distances. Les distances, oui. Alors ça, je vais ajouter un bémol à cette chose-là, dans le bon sens. C'est-à-dire que les distances, aujourd'hui, elles nous contraignent parce que c'est notre compréhension de l'univers à ce stade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on conçoit l'univers en fonction de l'espace et du temps. Et donc, il y a peu de choses qui sont très, très proches de nous. En fait, on connaît un petit frère du Soleil qui est né en même temps. On sait qu'ils sont nés dans la même région et en même temps parce qu'ils ont la même signature chimique. Le petit frère, il a un petit peu plus de métaux, ce qui donne encore plus de chances d'avoir des planètes. On l'observe en ce moment pour essayer de trouver ces planètes. Et donc, il a évolué en même temps. Mais maintenant, il est très loin du Soleil. Ils ont dérivé dans des régions différentes. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'il se trouve juste à la limite de ce qu'on appelle la bulle radio de la Terre. Alors, la bulle radio de la Terre, ça veut dire que, eh bien, même si on ne veut pas envoyer des messages aux extraterrestres, il y a des gens à qui ça ne plaît pas, en disant que c'est dangereux. Personnellement, j'ai un avis complètement différent, parce que si vraiment ils étaient très avancés, je suppose que notre présence est déjà très connue dans le voisinage. Ils seraient déjà là, et bon. Mais c'est simplement, cette bulle radio, c'est quand on a commencé à émettre dans l'univers, on a commencé à émettre des signaux radio, simplement qui nous échappent, pas volontairement, mais simplement parce qu'on a une activité technologique, une activité radio. Et donc, notre bulle radio, elle a 120 années-lumière maintenant de distance. Ça veut dire environ 240, 250 années-lumière de diamètre. Et il se trouve que le petit frère du Soleil est juste à la limite maintenant. Donc, pas encore à un point où on pourrait intersecter les deux bulles radio. Incroyable. Donc, même une étoile
qui est la plus proche d'un point de vue de parenté, si vous voulez, en imaginant, ce qui est improbable, qu'elle ait eu exactement la même évolution que la nôtre et que par miracle, il y ait une civilisation là qui se soit développée aussi. Elle est, cette civilisation, elle est naissante, cette civilisation technologique, et il suffirait qu'on soit seulement décalé de 200 ans. Rappelez-vous de ce que la civilisation humaine, elle était il y a 200 ans. On n'émettait d'abord pas le moyen le plus rapide de se déplacer d'un point à un autre, c'était le cheval le plus rapide. Regardez les progrès qu'on a faits. Donc il suffit qu'on soit simplement un tout petit peu décalé dans le temps, qu'on n'intercepte pas les bulles radio. Aujourd'hui, c'est plus facile de dire, on n'est pas contraint désormais à se dire qu'on est obligé de regarder dans une direction du ciel et qu'il faut vraiment qu'on soit synchrone dans l'espace et dans le temps. Aujourd'hui, on est capable d'observer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans toutes les directions. Ça, c'est déjà un progrès. Mais aujourd'hui, le plus proche de chez nous, c'est Proxima Centauri. Et si on voulait véritablement prendre un vaisseau spatial pour y aller, il faudrait quand même plusieurs dizaines de milliers d'années pour s'y rendre. Donc on est véritablement limité physiquement par la distance et aussi par notre compréhension de ce que l'univers il est. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de changer. Il y a une nouvelle physique, tout le monde en entend parler. Quantique. Oui, la physique quantique est en train de révolutionner notre compréhension, non seulement de l'univers qui nous entoure, mais de notre interaction avec l'environnement, de cette fonction même à l'intérieur de notre cerveau dont on est très fier, qu'on appelle la conscience. Il y a une grande enfin pas une grande partie, mais en tout cas une nouvelle école de la physique quantique qui repousse l'idée que la conscience est une fonction du cerveau et qui la place ailleurs. Donc ça ouvre des champs, même si c'est pas vérifié dans l'avenir. Ce que je dis, et pour revenir à l'astrobiologie, la recherche de la vie dans l'univers, on ne sait pas ce que c'est l'avenir, ce que c'est la vie. On a des tas de définitions et moi, comme d'autres, disent c'est pas des définitions, c'est des descriptions. Mais c'est pas grave. C'est simplement en se posant ces questions, on s'engage dans une direction et on commence à apprendre beaucoup de choses. Et ça redirige notre exploration. Donc c'est pas un problème le fait qu'on ait une vision limitée de l'univers, de qui on est et de notre relation avec l'univers. C'est pas pour ça qu'on doit rester assis sur le côté en attendant que ça passe. Parce que dans ce cas-là, on fera aucun progrès. Donc, je vous invite à revenir dans une quinzaine d'années parce que je pense que la révolution quantique qui s'annonce, peut-être même avant. Et dans ce cas, et pour boucler l'argument, c'est de dire que peut-être que dans 15, 20 ans, 50 ans, qui sait, à l'échelle humaine, ça paraît lointain, mais c'est rien. Peut-être que l'espace et le temps, ce sera plus une contrainte. On a hâte. On a hâte que ça arrive. Et donc la réponse, c'est oui. Par curiosité d'abord. La réponse, c'est oui. Frank Drake, il y a 60 ans, a justement développé la formule de Drake qu'on appelle l'équation de Drake pour essayer de comprendre si ça valait la peine de commencer cette recherche. Et aujourd'hui, bien évidemment, on commence à peupler l'équation de Drake ou la formule de Drake. En tout cas, tout le côté gauche. Redire un peu ce qu'est l'équation de Drake. Ça prend un petit peu de temps, ça dépend si vous êtes pressé ou pas. Mais rapidement, c'est un petit peu difficile. C'est la formule de Drake, elle est là pour essayer de comprendre combien il peut y avoir de civilisations technologiquement avancées dans notre Voie lactée. Dans notre Voie lactée. Uniquement, alors à l'époque, je rappelle que la connaissance de l'univers était basée simplement sur les télescopes terrestres. Donc, c'était donc nous la référence. C'est pour ça que Frank propose que les étoiles de type solaire sont celles qui pourraient permettre de trouver des civilisations intelligentes. Et pourquoi ? Parce qu'on est là. Donc, c'est arrivé au moins une fois. Alors, l'idée, c'est combien y a-t-il d'étoiles de type du Soleil qui naissent chaque année dans la Voie lactée ? Donc, c'était un taux déjà. Ensuite, combien parmi ces étoiles ont des systèmes planétaires autour. À l'époque, on n'en avait pas la moindre idée. La première découverte d'exoplanètes, elle viendrait 20 ans plus tard, 25 ans plus tard. Parmi ces étoiles avec des systèmes planétaires, combien y en a-t-il qui ont un environnement favorable à la vie ? Et là, il pensait à la zone habitable qui, à cette époque-là, était juste donc cette distance pour l'eau liquide. Parmi ces planètes qui sont dans la zone habitable, combien vont développer un environnement favorable à la vie ? Et là, il pensait à la vie simple. Donc, comme vous voyez, c'est un entonnoir, en fait. Parmi ces planètes avec un environnement habitable, combien il y en a qui ont développé la vie simple ? Parmi celles qui ont la vie simple, combien vont développer une vie intelligente ? Parmi cette vie intelligente, combien il y en a qui ont développé
une technologie avancée. Et le dernier facteur de l'équation de Drake est celui qui interpelle le plus, qui est le facteur L, qui n'a rien à voir avec tout le reste, parce que le reste, c'est un argument probabilistique qui va en décroissant. Le facteur L, c'est de dire pendant combien de temps une civilisation technologiquement avancée reste visible dans ses émissions dans l'espace. Alors, il peut y avoir des tas de raisons pour lesquelles ces émissions disparaissent. Les premières, elles sont tout simples. C'est parce que cette civilisation disparaît. Alors, elle peut disparaître parce qu'elle s'est autodétruite, parce qu'elle a... donc, l'autodestruction, ça peut passer par la guerre, ou simplement se déséquilibre avec son environnement. Ou alors, elle a pris un astéroïde sur la tête, où il y a une catastrophe environnementale. Elle a disparu, donc elle est détruite, elle disparaît. Ou alors, et il y a l'autre aspect de cette question, le facteur L, elle peut disparaître parce qu'elle a appris à vivre tout simplement tellement en harmonie avec l'univers autour d'elle qu'on ne peut plus la distinguer du fond cosmique. Donc ça, c'est l'équation de Drake. Et donc, quand il avait développé cette formule, alors il y a un argument qui dit que ça donne un million de civilisations dans notre Voie lactée, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont apparues toutes en même temps, parce que la Voie lactée, elle a 10 milliards d'années. On s'est peut-être loupé, peut-être qu'on a loupé la vie. Peut-être qu'on s'est loupé, ou alors tout simplement, ça c'est les modèles biophysiques actuels qui disent que la vie est le résultat inévitable de la thermodynamique, parce que c'est le meilleur moyen de battre l'entreprise. Ça veut dire simplement que la vie, elle a cette caractéristique particulière d'organiser l'information et l'énergie de manière complètement différente de ce qui n'est pas vivant. Mais la thermodynamique, c'est aussi en fonction de l'état de l'univers, même si c'est un marqueur universel. Ça, c'est très avantageux parce que ça veut dire que, quelle que soit la biochimie, en fait, ça nous dégage du modèle chimique de la vie sur Terre. La vie a cette fonction universelle d'organiser l'environnement autour d'elle de manière très différente que ce qui n'est pas vivant. Donc là, maintenant, on a un marqueur universel pour chercher la vie ailleurs. Mais est-ce que ça veut dire aussi que la vie est une étape dans l'histoire de l'univers, que la vie telle qu'on la connaît, elle existe maintenant? Alors, si c'est le cas, il y a un phénomène générationnel de l'apparition de la vie, ce qui veut dire qu'on apparaît tous à peu près en même temps, ce qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça veut dire qu'on peut avoir des civilisations naissantes, un petit peu partout, comme des lumières qui s'allument. Imaginez ça, des lumières qui s'allument dans l'univers. Mais il suffit qu'on soit à 200 ans d'écart. Et voilà. Donc on se loupe dans le temps, dans l'espace. Par contre, d'ici quelques centaines d'années, ça pourrait devenir très, très intéressant. Il faut être là. Il faudrait être là. Il faudrait qu'on soit là. Ou alors, il y a des tas de formes de vie et la physique quantique nous aidera avec ça. Et il n'y a peut-être pas besoin donc, de toutes ces distances et ce temps pour essayer de trouver l'autre. Alors, une dernière question, et après je passe la parole au public, parce qu'il y a pas mal de questions qui arrivent. Mais vraiment, et Dieu dans tout ça? Ah, ça, c'est une question intéressante. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'Institut, et donc en particulier le centre de recherche que je dirige, on a cette chance d'avoir un conseil scientifique qui est très représentatif de beaucoup de choses. Et en particulier, nous avons le directeur de l'Observatoire du Vatican qui fait partie de ce conseil scientifique. Donc, Observatoire astronomique du Vatican. C'est comme ça qu'on appelle. Oui. On a écrit un article dans La Vie, d'ailleurs. Oui, alors, bien entendu, il y a l'observatoire à Rome, mais il y a aussi l'observatoire en Arizona, à Flagstaff, où ils ont un télescope assez remarquable, que j'ai visité aussi l'année dernière. Et donc, on discute. On est à peu près d'accord tous les deux. Alors, il faut quand même que j'explique un petit peu l'arrière-plan de cette histoire. C'est que le directeur de l'observatoire est un père jésuite avec un doctorat en astrophysique. Oui, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui regarde de manière très ouverte la science et la religion côte à côte. Et lui, comme moi, on est parfaitement convaincu que de toute façon, ce sont les mêmes réponses auxquelles on essaye de répondre de manière différente. C'est-à-dire que la science essaye de comprendre la nature en la mesurant, tandis que la religion, elle, essaye d'expliquer la nature, tout ce qu'on ne peut pas mesurer dans la nature. Voilà. Et donc, on n'a pas d'opposition, pas de complexité. Et même aujourd'hui, si vous regardez l'Église, et pour revenir au Vatican, le pape
accepte maintenant la pluralité des mondes en disant que bien si dans sa grandeur Dieu nous a permis d'être vivants sur cette planète, pourquoi il n'aurait pas créé d'autres mondes. Donc je pense que la pluralité des mondes habités, pour reprendre une phrase des siècles passés, est quelque chose désormais qui est accepté par l'Église, en tout cas par le Vatican. Mais pour revenir à la discussion avec le directeur du Vatican et cette question de Dieu, on a ouvert 2 hypothèses dans les années à venir qu'on va essayer de documenter. Ça reviendra de manière intéressante à cette histoire des chimpanzés dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est que on peut se demander si la religion est un moment dans l'évolution d'une intelligence qui va évoluer vers la technologie, etc. Et que c'est simplement ce moment où cette civilisation commence à avoir suffisamment de compréhension de l'univers qui l'entoure, mais pas suffisamment pour pouvoir expliquer et mesurer. Et donc, tout ce qui est autour d'elle lui paraît magique. Et donc, on commence à créer un panthéon, comme vous le voyez par le passé. Les religions sont... elles ont beaucoup de dieux pour expliquer les différents phénomènes de la nature. En fait, elles essayent d'expliquer, c'est un petit peu les différentes disciplines qu'on voit à l'université. Vous avez les biologies, vous avez un dieu qui explique ceci, un dieu qui explique cela. Alors, est-ce que c'est juste, on est à cette période où on n'a pas encore les moyens techniques et technologiques de pouvoir expliquer la nature, et donc on crée des religions, des dieux pour l'expliquer, et qu'ensuite c'est quelque chose qui va s'effacer au fur et à mesure du temps parce qu'on arrive à un degré de conscience qui nous permet de comprendre l'univers de manière différente. Ça, c'est une des hypothèses. L'autre hypothèse, c'est de dire, eh bien, vous avez une espèce qui évolue et qui arrive à un moment donné à avoir suffisamment d'intelligence et de conscience pour pouvoir réaliser qu'il y a quelque chose de supérieur qui a créé l'univers. Donc, comme vous voyez, on n'est pas du tout séparatiste. C'est 2 avenues. Et en tant que chercheur, personnellement, je ne suis pas une personne religieuse. Je considère ça d'une vision complètement différente. Je pense que, par naissance, n'importe quel être vivant est spirituel. C'est notre nature, et c'est la compréhension de notre interaction avec l'univers qui nous entoure. Et donc, je me considère comme quelqu'un d'extrêmement spirituel. Si je devais me rapprocher le plus d'une philosophie, ce serait le bouddhisme, parce que c'est celle qui se rapproche le plus de ces considérations. C'est très quantique, en fait, le bouddhisme. C'est aussi très physique, parce que karma, dharma, action-réaction, ça, c'est quelque chose qu'un chercheur peut comprendre. Et en fait, il y a pas mal de chercheurs dans ce même domaine qui voient les choses un petit peu de cette façon-là aussi. Mais en tant que chercheur, ce serait absolument contraire à une vision honnête de la recherche, tant que l'hypothèse de Dieu n'est pas falsifiée, je ne peux pas considérer qu'elle est fausse. Et donc, mais ce que j'aime... Tout est ouvert. Tout est ouvert. Et vous avez beaucoup de mes collègues qui utilisent les mêmes instruments et qui font les mêmes observations. Pour certains, c'est certain que Dieu existe, parce que oui, il y a des chercheurs qui sont croyants, ça existe. Et comme vous le voyez, pour eux, il n'y a pas de contradiction, parce que dans sa grandeur, Dieu leur a permis d'explorer sa création. Il n'y a absolument aucune contradiction là-dedans. Et vous avez les autres qui disent, ben non, on n'a absolument pas besoin de Dieu. Et en plus, ça dépend ce que vous voulez définir par Dieu. La vision bouddhiste, dans ce cas-là, c'est véritablement, si vous voulez dire que d'abord l'univers est vivant, conscient, etc., si vous voulez appeler ça Dieu, moi, je n'ai pas de problème. Mais si vous commencez à me dire que non, il y a un être supérieur qui doit décider que ce que je fais est moral ou pas, me juge pour ça, en fait, je trouve dommage dans les religions actuelles que, en fait, ça nous coupe un peu de notre responsabilité, de prendre nos responsabilités et d'une certaine manière d'évoluer spirituellement, parce que quelque part, il y a quelqu'un qui non seulement va vous juger, mais de toute façon vous pardonnera, quel que soit ce que vous fassiez. Tandis qu'il y a une autre position qui est de dire, je me responsabilise. Et là, on revient à ces questions d'aujourd'hui. C'est de ne pas juger, pas dire c'est votre faute. Parce que quelque part, on attend le super-héros qui va absolument tout régler et qui va pardonner. Il n'est plus question de ça. Aujourd'hui, c'est une responsabilisation. Je fais ce que je fais. Je ne l'ai pas fait parce que c'était malin ou j'avais une mauvaise intention.
mais c'est quelque chose qui est négatif, nocif. Je vais apprendre, je me responsabilise et en faisant ça, je comprends quel est le problème. En réfléchissant au problème, j'essaie de trouver la solution. Et c'est beaucoup plus, positif. Ça nous fait grandir, ça nous permet d'évoluer. Et c'est une vision beaucoup plus positive de l'univers, de notre interaction entre nous. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. On va passer aux questions. Alors, première question, pourquoi c'est l'eau qui peut justifier la vie? N'y aurait-il pas d'autres ressources ailleurs pour d'autres formes de vie? Ça, c'est une question extrêmement pertinente. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on croit que la vie est l'unique solvant qui soit capable de permettre à la vie d'évoluer ailleurs. C'est simplement parce qu'on sait que la vie sur Terre, l'eau liquide, c'est ce qui permet le métabolisme, que on a l'évidence que ça a réussi puisqu'on est là, que l'eau est l'un véritablement des éléments les plus communs dans l'espace et qu'aussi les éléments qui contribuent à la formation de la vie telle qu'on la connaît sont les plus communs dans l'espace. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres biochimies qui existent? Ça, c'est intéressant. Pour le moment, je ne peux pas prouver que c'est le cas. Je ne peux pas non plus dire que ce n'est pas le cas. Et il y a un monde dans le système solaire qui peut nous permettre de commencer à documenter cette chose-là. C'est Titan. Parce que sur Titan, l'eau liquide en surface, non, mais c'est des hydrocarbures liquides. Et ce serait un système, s'il y a la vie sur Titan, au moins en surface, qui sera basé sur le méthane, sur des hydrocarbures, et pas donc sur l'eau. Mais ce qui est important pour la vie telle qu'on la connaît, c'est l'existence d'un solvant pour pouvoir permettre aux cellules de faire leur travail. Et alors sur donc Titan, l'eau liquide, oui. L'eau liquide. Et donc sur Titan, c'est un problème. Parce que l'eau liquide, c'est pas possible. L'eau, elle est solide, c'est de la glace. Sur Titan, elle existe, elle est très, très, très dure. Mais on en est à se demander si la formation de cellules est même possible sur Titan. Donc, il faudrait que la vie soit très, très différente. C'est quelque chose qu'on ne conçoit pas. Est-ce que c'est impossible? J'en sais rien. Mais heureusement, dans quelques années, on a une mission qui part vers Titan, Dragonfly, la libellule, et qui va peut-être nous permettre de répondre à toutes ces questions. Formidable. Alors, une question proche. Peut-on imaginer une vie purement minérale, sans eau, ni oxygène, sur Terre ou ailleurs? Une vie minérale. Alors, je retournerai la question en disant c'est difficile de penser à un minéral. Mais par contre, comme on ne sait pas ce que c'est la vie, et là je vais revenir dans les considérations un petit peu de définition de la vie, il y a cette école de pensée qui dit que la vie est apparue sur Terre. Ça veut dire qu'à un moment, on décide qu'il y avait quelque chose de vivant et quelque chose de pas vivant. Aujourd'hui, la communauté scientifique s'accorde plutôt à dire que c'est une transition entre la chimie prébiotique, avant le vivant, et le monde vivant. Mais si c'est une transition, où est-ce qu'on met la ligne de démarcation? Ça n'a aucun sens. Et alors, vous avez une école d'astrobiologistes qui aujourd'hui pousse ce bouchon vraiment tout au fond en disant que, eh bien, peut-être que l'univers est vivant. Et ça, c'est quelque chose d'impossible à vérifier. Ça voudrait dire quoi que ça veut dire que n'importe quoi qui existe, la vie, en fait, c'est pas une chose, mais c'est un processus. Alors, est-ce que les minéraux représentent ce processus beaucoup plus lent, beaucoup plus quelque chose qui ne nous apparaît pas, nous, comme vivants, parce qu'on ne le voit pas sauter comme un lapin, ou on ne voit pas une cellule qui bouge, etc. On ne voit pas le métabolisme. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est de dire qu'il n'y a pas de séparation véritablement. Donc, et c'est pour ça qu'en fait, il y a cette danse tellement profonde entre la Terre et la vie. Ce n'est pas l'hypothèse de Gaïa, parce que Gaïa, c'était encore différent. Ça voulait dire que la planète essayait de maintenir absolument les conditions pour la vie. Tandis que là, on voit les conditions se modifient et la vie change. Mais il y a cette idée que l'une émerge de l'autre, qu'elles ne sont pas séparables et qu'en fait, je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'il y a des formes de vie qui sont des cailloux ou des minéraux, mais je ne peux pas vous dire qu'ils ne sont pas vivants parce que je ne sais pas où placer la ligne de démarcation. C'est fascinant. Donc une roche serait... Une roche, c'est simplement... Vivante. Pourrait être. C'est même pas, on ne sait pas ce que c'est que la vie. La vie, c'est un processus. De la même manière, c'est ce que je disais. Donc, vous pouvez admettre que c'est une matérialisation du processus qui est passé de l'accumulation de ces molécules, etc., qui a amené à la formation de ce minéral.
mais je ne peux pas vous dire que ce minéral y pense. Je ne peux pas communiquer avec lui. Je sais qu'il agence l'information et l'énergie de manière très différente de la mienne. Mais alors là, on va revenir à des choses qui sont quand même dans le domaine du vivant. Quelque chose qu'on a appris très récemment. Les forêts communiquent, les champignons communiquent. On sait aussi qu'il se passe des choses pas très sympas dans les forêts. Il y a des arbres qui décident de se débarrasser de certaines espèces pour pouvoir avoir plus de ressources. Les champignons communiquent, il y a une forme de langage. Oui. On le sait, ça, aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, il serait malvenu pour moi de vous dire que je peux garantir qu'un minéral ne peut pas être vivant, qu'une roche. Mais c'est certainement pas un type d'organisation de l'information et de l'énergie qui me permet de communiquer directement. Ce que je peux voir, c'est une évolution à long terme de quelque chose qui est modifié par le temps. Alors, est-ce qu'une roche vieillit à beaucoup plus long terme qu'un être vivant? Tout ça, c'est une question... c'est pas uniquement de la sémantique. Aujourd'hui, on en arrive à se poser des tas de questions. Oui, bien sûr. Une autre question donc, sur cette question de la vie. Peut-on imaginer une vie sans support matériel? Extrêmement intéressant. Ouais. Alors là, ça va devenir passionnant. Il y a des tas de... C'était déjà passionnant. Il y a des tas de livres anciens qui vous diraient que c'est le cas. Ah bon? Quand on parle de la conscience universelle, il y a des tas de livres anciens qui vous rapportent à ces choses-là de manière intéressante. Quand la physique quantique vous dit que la conscience n'est pas une fonction du cerveau, elle commence à placer la conscience ailleurs. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des formes du vivant qui finissent par évoluer de telle manière qu'ils n'ont pas besoin de support physique? Ça, je ne peux pas vous le garantir non plus. Mais s'il y a une conscience universelle quelque part, et que quand on parle de conscience universelle sans parler d'un organisme, c'est simplement là aussi de dire qu'il y a une fonction universelle qui permet de faire circuler l'information et l'énergie à travers l'univers. Pour moi, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup parce que c'est aussi une manière de dire que si la physique quantique a raison, eh bien n'importe qui observe l'univers le transforme de toute façon. Et donc que la présence... résumer ce que c'est la physique quantique pour les gens qui ne connaissent pas, ou c'est compliqué. Ça prendrait. C'est simplement de dire que les atomes ne sont pas forcément quelque chose, des particules solides, mais que ils peuvent prendre différents états à différents moments, et qu'en fait, ce qui devient très compliqué, c'est de dire qu'ils ne prennent un état particulier que quand on les observe. L'observation. Voilà, c'est l'observation qui donne la nature à la particule. Et en plus que quand vous avez des particules, si elles sont superposées, si elles sont, je ne connais pas tellement le terme en français, mais si elles communiquent en fait, il n'y a absolument aucune notion d'espace à ce moment-là. Si vous agissez sur l'une de ces particules et qu'il y en a une autre qui se trouve à l'autre bout de l'univers, elle va répondre à l'action que vous faites sur cette particule-là. Donc ça fait tomber, comme on le disait, la notion de distance. La notion de distance et la notion d'espace. Donc à ce moment-là, là aussi, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais si une partie de cette physique est vraie, je ne vois pas personnellement des raisons pour lesquelles on ne pourrait pas avoir des formes de vie qui n'ont pas besoin de support physique. D'accord. Mais je ne peux pas vous le prouver. En tant que chercheur, je ne peux pas vous le prouver. C'est simplement une hypothèse. Et il faudrait, à ce moment-là, développer des expériences pour pouvoir le prouver. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de commencer à penser à des expériences pour essayer de démontrer, justement, de manière quantique, d'utiliser des expériences quantiques pour essayer de trouver la vie ailleurs. Justement par ce phénomène d'observation. Ah oui, incroyable. Très bien. On n'est pas encore là, mais on en est très proche, quelques années. Alors, il y a une autre question sur la question de Dieu, mais du coup, peut-être une autre façon de prendre cette question de l'existence d'un Dieu. Enfin, l'existence d'un Dieu créateur est-elle envisageable pour vous? Encore une fois, c'est difficile pour moi de répondre à cette question, mais ce que je peux vous dire, c'est, encore une fois, la religion et la science ont la même question. Généralement, la question qui est posée aux chercheurs par des gens qui sont croyants, qui croient en Dieu, c'est qu'ils finissent toujours par dire aux chercheurs, mais vous ne pouvez pas démontrer qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang. Vous ne pouvez pas expliquer ce qu'il y avait avant le Big Bang. Ce à quoi je réponds souvent, il n'y a personne qui m'a présenté les parents de Dieu. Dieu, c'est une tautologie, il s'explique par lui-même. Alors, si on est capable d'expliquer Dieu
comme une tautologie, pourquoi on n'accepterait pas l'existence de l'univers et on le sait de toute façon scientifiquement que le Big Bang n'est probablement pas le début de l'existence de l'univers. On pense à un univers cyclique, on pense à le fait que notre univers est peut-être simplement la démonstration de la fin d'un autre univers et simplement utiliser l'énergie de cette chose-là. Il y a des gens qui vous disent qu'on est né d'une fontaine blanche qui est l'opposé d'un trou noir, par exemple. Il y a des tas de théories là-dessus. Mais dans la fin des fins, aussi bien la religion que la science, qui, je pense, tous deux sont des dogmes humains, pour essayer d'expliquer l'univers, aucune d'elles ne peuvent expliquer le pourquoi. La religion évite d'avoir à répondre à cette question en inventant Dieu, en disant qu'il est autosuffisant et qu'il s'explique par lui-même, tandis que la science essaye de comprendre non seulement le quand, le où, de l'univers, mais aussi le pourquoi de l'existence. Pourquoi on existe. Et ça, à l'heure actuelle, comme je le dis, si on est honnête, même la religion ne peut pas l'expliquer. Ce n'est pas une tautologie qui va expliquer, qui va vous donner la raison pour laquelle on est là. Alors, d'une manière amusante, quelquefois, je me dis, mais dans le fond, quand on regarde bien cette question, ça n'a tellement pas de sens que peut-être les seules explications, c'est parce que Dieu existe. Mais même là, dans ce cas-là, on retourne dans cette... Il n'y a absolument aucune raison à l'existence de quoi que ce soit. Alors, une question sur la question de l'univers en expansion. Est-il toujours question d'un univers en expansion? Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de doute là-dessus. Encore qu'il y a... Enfin, je dis il n'y a pas de doute. Il y a des gens qui ont toujours des doutes là-dessus et qui disent que le décalage dans le rouge, c'est en fait dû à un autre phénomène. Et c'est pas le décalage dans le rouge, c'est cet effet Doppler des galaxies qui s'éloignent avec la vitesse qui augmente. Donc, mais il y a d'autres personnes qui pensent que c'est dû à autre chose, que peut-être il y a une autre explication pour ça. Comme vous avez entendu beaucoup parler ces derniers temps, justement, des problèmes qu'on a, que peut-être l'expansion de l'univers, elle n'est pas constante parce qu'il y a des tas de... On en est à remettre en doute aujourd'hui l'âge de l'univers. Alors, comme je dis, ce n'est pas une révolution cosmologique dans le sens où on n'est pas à se dire que si on a tort, c'est un facteur 1000 ou un facteur 1 million. Aujourd'hui, on se dit, la chose qui nous a le plus étonné quand on a vu le premier fond de ciel de James Webb, c'est véritablement le nombre de galaxies déjà formées et déjà matures, en fait. Le nombre d'étoiles. On s'y attendait absolument pas. Ça, c'est quelque chose qui nous a pris de court. Le nombre de galaxies formées très anciennes, ces petits points rouges qu'on voit dans le premier fond de ciel, c'est des galaxies qui sont là à peine quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Selon nous, le Big Bang, il y a 13,68 milliards d'années, par exemple. Alors, il y a des gens qui disent que peut-être l'univers, en fait, est plus ancien qu'on ne le croit et qu'au lieu d'avoir 13 milliards d'années, peut-être qu'il en a le double. Bon, c'est pas la mer à boire. Le double, c'est rien en science. Si vous me dites un facteur 100, un facteur 1 million, là, oui, ça commence à compter. Mais dans tout ça, il y a quand même des tas de questions qui se posent sur l'expansion de l'univers. Alors oui, ça demeure la théorie dominante de l'univers. Et thermodynamiquement et dynamiquement, elle a du sens parce que si véritablement c'est parti du Big Bang, on peut expliquer qu'il y a une énergie et une dynamique à ce moment-là et que les choses s'éloignent. Il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus complexes à comprendre. Je ne suis pas astrophysicienne et je ne suis pas cosmologiste, donc il y a des choses qui m'échappent aussi. Mais on vit à une époque où notre vision, notre perspective sur justement ces notions de coévolution, notre place dans l'univers, ces notions de cosmologie, de l'état de l'univers et de notre façon d'interagir avec lui. Peut-être qu'on n'est pas du tout prisonnier de cet espace et du temps comme on le pensait. Parce qu'encore une fois, les neuroscientifiques qui travaillent avec les physiciens quantiques, eux vous disent que le temps n'existe pas, que c'est une construction de notre esprit pour pouvoir... Une projection du cerveau. Voilà, une projection du cerveau pour pouvoir fonctionner simplement dans cette expérience physique dans laquelle on vit. Alors, si le temps n'existe pas, eh ben, on a un petit problème avec Einstein qui nous présente l'espace-temps en fonction l'un de l'autre. Comme je répète souvent, moi, à l'école, on m'a appris que quelque chose multiplié par rien, c'est pas grand-chose. Donc, à ce moment-là, on se trouve dans un univers où l'espace-temps n'existe pas,
où la conscience n'est pas une fonction du cerveau, mais à l'extérieur, d'un seul coup, vous vous rendez compte que c'est plus vraiment l'univers qu'on connaît. On est vraiment dans un moment incroyable, là, de découverte, C'est une époque de fabuleuse, foisonnement. une époque fabuleuse à laquelle l'humanité existe. Et c'est pour ça que je dis que cette notion de responsabilité vis-à-vis du changement de l'environnement, qui est notre seule responsabilité. Il n'y a personne d'autre, on a les faits. Ils sont là. Pour les gens, je leur dis, lisez mon livre, je ne vous demande même pas de me croire, parce que croire, ce n'est pas quelque chose qu'on admet en science. En science, il faut prouver. Lisez le livre, faites-vous votre propre opinion, mais surtout, allez chercher les données et les faits à la source. Ne vous contentez pas de lire les grands titres de journaux ou les 10 minutes de vidéos sur TikTok ou ailleurs. Parce qu'il est bien évident que l'information, ça se manipule et dans tous les sens. C'est pour ça que je vous dis, ne me croyez pas sur parole, allez faire votre propre opinion. Mais quand vous aurez fait votre propre opinion, d'ailleurs, vous verrez que dans ces données que vous trouverez, il y a quand même pas mal d'espoir sur le rebondissement de notre planète, si on fait notre part. Si on fait la part, mais il y a des grandes initiatives qui sont aujourd'hui en route, qui pourraient résoudre un tiers des problèmes de carbone qu'on a dans les 10 prochaines années, ce qui est énorme. Aussi faire confiance à la nature. Si on lui donne la possibilité de se reposer, de respirer un petit peu, elle a une faculté de rebond qui est probablement bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et puis, faites les petites choses tous les jours. Vous avez le sentiment que c'est pas grand-chose, que ça apporte peu de choses, que de faire attention à l'utilisation du papier, l'utilisation de vos téléphones. Oui, le téléphone, c'est indispensable. Oui, la technologie, c'est indispensable. On ne va pas retourner à l'âge de pierre, c'est pas vrai. Je suis quelqu'un qui utilise la technologie tous les jours, mais je mets un point d'honneur à changer mon téléphone que quand il n'y a plus rien à faire. Et pas tous les 6 mois parce que quelqu'un me dit qu'on ne peut absolument pas vivre avec la dernière application, c'est faux. Ça, c'est le marketing et c'est les gens qui vous poussent à croire que vous ne pouvez pas fonctionner dans la société à l'heure actuelle ou fonctionner seulement si vous avez le dernier gadget. Et aujourd'hui, il est temps qu'on passe au-delà de la surconsommation et de l'effet cool. C'est ça qui tue notre planète. C'est pas le fait qu'on ait développé de la technologie et de la science pour améliorer la vie des gens, ce qui est absolument nécessaire. C'est le fait qu'on surconsomme et qu'on surdimensionne absolument tout. Et ça entraîne la biosphère avec nous. Et le plus grave... Jusqu'à l'autodestruction. Jusqu'à l'autodestruction, parce que c'est en train de décimer les producteurs primaires. Vous vous rappelez le château de cartes? Si les humains disparaissent, il y a beaucoup d'espèces qui vont avoir le sourire en se disant « Enfin !» Tandis que si on détruit les producteurs primaires, c'est tout le château de cartes qui s'effondre. Et ça veut dire que l'environnement qui nous est favorable, encore une fois, c'est pour ça que j'ai choisi cette couverture avec seulement les océans visibles. Ah oui, il n'y a que les océans. Oui, il y a très peu, on voit très peu l'Australie. Et c'est un choix parce que ça veut simplement dire que les humains soient présents ou pas, et ne le sont pas sur cette image-là. Qu'ils soient présents ou pas à la surface de la Terre, ça n'empêchera pas la Terre de continuer. La Terre n'est absolument pas en danger. Ce qui est en danger, c'est l'environnement qui nous est favorable. C'est ça. Très bien. Bon, écoutez, c'est l'heure déjà. On serait capable de rester des heures et des heures à vous parler, là, sur ce petit coin de terre où on est aujourd'hui. Écoutez, merci beaucoup. Je pense que le public est ravi. Alors, bon, déjà, lisez le livre de Nathalie Cabrol. C'est vraiment... très, très, très intéressant et voilà. Et ça change complètement la perspective de c'est le moment de prendre un petit peu de hauteur. Voilà, notre place sur la Terre, de la Terre dans l'univers, puisque oui, c'est une planète dans l'univers. Et voilà. Et donc, pour la prochaine conférence, je vais vous dire ça tout de suite, la prochaine conférence aura lieu le 26 février, donc avec le professeur Gabriel Perlmutter. Et le thème, c'est foie microbiote, jeûne intermittent, comment augmenter son espérance de vie. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci à vous. Merci Nathalie.